Ok les gens, let's go pour Mediapart alors, let's go. Let's go, let's go, let's go. Gabriel Catala, qui en plus était sur une flottille pour Gaza, je crois. Hein. Où commence le débat? Ici. Voilà, elles se sont installées. Bonsoir à vous deux. Merci d'être avec nous. Aïda Hadizadeh, vous êtes députée PS du Val d'Oise. Vous n'avez pas voté la censure ce matin, comme une très grande partie du groupe socialiste. Gabriel Catala, bonsoir, député LFI du Val d'Oise. Vous aussi, on n'a pas fait exprès. Cette censure, vous l'avez votée. Vous avez dit sur les réseaux sociaux que ce budget est un, je cite, musée des horreurs, d'une violence inouïe à censurer. D'urgence, merci d'être avec nous, d'avoir accepté ce débat. Je propose que pour la clarté des débats, parce que les gens entendent plein de choses, comprendre ce budget, etc., qu'on discute de façon assez sereine, ce qui n'empêche pas évidemment les arguments et les désaccords. C'est bienvenu. Au contraire, Aïda Hadizadeh, la question pour vous, est-ce que le Parti socialiste avait à ce point peur d'une dissolution qu'il ne voulait pas censurer? Je crois que c'est pas du tout ça l'acte de non-censure qu'on a posé. On a négocié. On est parti à la table des négociations et qu'est-ce qu'on a obtenu? On n'a pas obtenu une paille. Je vous entendais décrire ce qu'on avait obtenu, mais en fait, 3,5 millions de travailleurs vont être épargnés. On n'avait pas les moyens de l'abroger. Moi, j'étais sur les bancs, j'ai siégé de 9h à minuit quand LFI avait sa journée de niche parlementaire l'année dernière et qu'ils avaient inscrit l'abrogation de la réforme des retraites. On était présents en masse, le groupe socialiste, pour l'abroger. On n'a pas pu dépasser, je crois, l'article 1. Il y a eu une obstruction massive. Toutes les voies d'abrogation sont bloquées. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé négocier pour obtenir la suspension, qui n'est pas un simple décalage. J'entends des fois dans les argumentaires des défis... On va y revenir en détail tout à l'heure. Hein, c'est pas un décalage. On reste sur le tableau global. C'est un gel. Qu'est-ce qui va se passer? Un gel jusqu'en 2027. Soit en 2027, la droite gagne, et on va tout faire pour qu'elle ne gagne pas, et elle fera une réforme beaucoup plus dure que celle de Mme Borne, soit la gauche gagne, et on va tout faire pour ça, et dans ce cas-là, elle sera abrogée, et on ira vers une réforme des retraites plus juste. Donc je suis désolée, cette négociation qu'on a menée durement, et on a pris des coups, et malheureusement on a pris des coups aussi de la gauche, mais cette négociation, elle était juste, et moi ce soir, je me suis vue applaudir, mais je pourrais réapplaudir. J'applaudis la victoire sociale. La CFDT, première centrale syndicale, crie victoire. Et c'est la première victoire depuis le CPE en 20... Je réponds pas parce que je vais laisser Gabriel Catala répondre. Mais là, elle déroule l'argumentaire complètement CIA du PS pour justifier le move. Attends, la première victoire sociale. Gabriel Catala, victoire sociale, nous dit Aïda Hadizadeh, qui nous dit en fait, voilà, nous avons négocié. Je pense qu'il faut revenir aux choses clairement. Ouais. Premièrement, cela n'est pas voté. À l'heure où on se parle, ce n'est qu'une simple annonce et peut-être qu'on va rediscuter parler de la suspension des retraites, on reparlera de la procédure après. Ouais. Même pas une suspension. Même pas une suspension, j'en peux plus, le truc suspension, c'est pas une suspension. Les gens qui m'ont demandé le lien de ce graphique d'ailleurs, je l'ai mis dans les commentaires du segment sur la chaîne YouTube. Hein. Encore une fois, suspension, ça serait la courbe violette. Ils ont annoncé, c'est un décalage de l'application et la retraite reste à 64 ans, donc elle n'est pas suspendue. Ça, il est en réalité impossible que cette réforme, que cette simple suspension ou plutôt décalage soit dans la version finale du projet de loi pour la sécurité sociale de 2026. Donc c'est du vent. C'est du vent, exactement. Et d'ailleurs, certains socialistes savent déjà, ils en ont parlé dans la presse, qu'ils se sont fait rouler dans la farine par monsieur Lecornu. Ensuite, si le Parti socialiste peut prétendre négocier... En plus, être roulé dans la farine, le cornu... avec les macronistes, en l'occurrence avec monsieur Lecornu, c'est uniquement parce qu'un pôle de rupture... J'arrive pas à pas faire la blague, en fait. Les écologistes, les ultramarins et les communistes annoncent censurer ce qui pousse le groupe socialiste, qui n'est que 68, ils sont que 68, donc à eux seuls, ce ne sont pas eux qui font basculer les rapports de force à l'Assemblée nationale, à aller négocier avec les macronistes. Ensuite, si on regarde les personnes que cela touche, on nous annonce 3,5 millions de personnes. C'est totalement faux parce que d'ici 2027, cela toucherait uniquement la génération née en 1964 qui gagnerait 3 mois sur la réforme qui s'appliquait provisoirement. Et aujourd'hui, on en est à 62 ans et 9 mois avec 170 trimestres. Donc déjà, on parle de gens qui ne partiraient pas forcément à 62 ans et 9 mois parce que 170 trimestres, c'est une durée de cotisation qui est relativement longue, mais ça ne toucherait pas 3,5 millions de personnes puisqu'en 2000... Voilà. Excellent débunkage en direct par Gabriel Catala. Comment va répondre le PS? Comment elle va faire? 27, tous les jeux sont remis et c'est uniquement... Tous les députés LFI sont des meilleurs journalistes que les journalistes. Non mais c'est la différence de niveau est ouf. Genre à chaque fois qu'on entend quelqu'un de LFI, genre c'est ultra précis l'explication de Gabriel Catala. Elle connaît techniquement ce qui se passe. Elle sait répondre à la propagande du PS et j'ai rien compris mais GG, pas grave, c'est basé. Tout ce que t'as à retenir. Si la gauche de rupture remporte l'élection présidentielle,
que la réforme pourrait être légalement abrogée. Non, ce Et en budget, Alors, je propose qu'on revienne sur les retraites juste après, mais là, c'est quand même sur l'interpellation de Gabriel Catala et des aidés. Vous êtes fait rouler dans la farine. La question qu'on se pose ce soir, c'est puisque vous nous dites, on a une méthode. Oui, le seul truc que je dirais, c'est pas exactement ça. C'est pas que le PS s'est fait rouler dans la farine. Le PS savent très bien qu'ils sont en train d'arnaquer les gens. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est pas genre, ils tombent pas dans un piège. Hein. Ou peut-être les seules personnes dans ce parti qui tomberaient dans un quelconque piège sans connaître vraiment ce dont il est question, c'est genre les personnes en bas du parti, tu vois, les gens sur le terrain, les militantes, les militants, qui sont pas dans les instances dirigeantes, qui sont pas à l'Assemblée, mais qui ont leur carte au Parti Socialiste, qui peut-être se font rouler dans la farine par la propagande qui leur est donnée par leur propre parti. Ok, mais les gens qui sont en haut du parti, non. On va y arriver, on va négocier. On a vu avec Mathias l'ensemble des sujets. C'est-à-dire que quasiment chaque jour, vous devez, parfois vous gagnerez peut-être, parfois vous perdrez, et peut-être vous perdrez beaucoup. Qu'est-ce que vous dites aux gens ce soir qui disent, comme Gabriel Catala, vous êtes fait en fait rouler dans la farine, vous n'y arriverez pas et vous devrez avaler beaucoup de couleuvres? Alors, deux choses. Déjà, je voudrais dire que Mme Catala a raison. C'est parce qu'on avait un pôle à gauche très dur, intransigeant, exigeant sur la censure que nous étions forts pour aller négocier. Et en fait, je vais faire le parallèle avec le mouvement social. Oh, l'argumentaire. Mais dans ce cas-là, pourquoi Olivier Faure arrête pas d'attaquer LFI sur Twitter depuis des jours? Pourquoi tous les gens alignés avec le PS attaquent Mélenchon, Attends, qu'est-ce qu'il raconte? Oh, j'en peux plus comment, en fonction de la personne du PS, la rhétorique mauvaise foi est différente et contradictoire avec toutes les autres personnes. La CGT et la CFDT. La CGT est sur une ligne dure, intransigeante. Et c'est ce qui donne du poids à la CFDT quand elle va négocier, quand il y a un front syndical uni. Mais je tiens à souligner une chose, la CGT ne passe pas son temps à créer trahison, à dire aux membres de la CFDT « rejoignez-nous, c'est nous les meilleurs à gauche, ils vous ont trahi, ils vous ont roulé dans la farine ». Et je trouve ça délétère, je pense qu'on y viendra dans le reste de votre débat, parce qu'on est dans un moment de bataille culturelle historique avec l'extrême droite. Et ce que fait... Alors... Non, tu peux pas dire ça après le move que vous avez fait. Oh, mais c'est à cause de vous en fait. Vous avez été au pouvoir sous le mandat du PS entre 2012 et 2017. L'extrême droite n'a fait que progresser à cause de votre politique. Vous étiez en responsabilité. L'extrême droite Marine Le Pen arrive au second tour pour la première fois dans une élection présidentielle. Pour la première fois, Marine Le Pen au second tour. À quel moment? En 2017. Après un mandat de François Hollande du PS, le parti dans lequel tu es, ton parti en fait, vous avez été aux manettes. J'en peux plus. Et les filles à dire trahison. D'ailleurs, il faudrait choisir. Est-ce qu'on s'est fait rouler dans la farine ou est-ce qu'on trahit? Bon, c'est pas très clair. C'est délétère pour cette raison. Autre chose. L'année dernière, en octobre, Éric Coquerel. C'est la petite remarque. Vous n'êtes pas très cohérent parce que vous dites trahison, mais vous dites aussi rouler dans la farine. Elle a été gentille en fait. Elle a été sympa avec toi en partant du principe que vous étiez pour une politique de gauche et que vous voulez vous faire arnaquer par les macronistes. C'était une faveur qu'elle vous fait en fait, Gabriel Catala. Parce que oui, vous êtes des putains de traîtres en fait. Qui n'est pas le moindre des insoumis, c'est le président de la Commission des Finances. Emmanuel Bompard, qui n'est pas le moindre des insoumis, c'est votre, je crois, secrétaire général, si vous l'appelez comme ça. On dit aujourd'hui, nous allons rentrer dans le débat budgétaire et nous allons nous battre amendement par amendement pour avoir un budget plus juste. Et on va gagner. Donc c'est la même chose que vous faites, c'est ça que vous dites? Exactement. Et non seulement... Pourquoi elle fait ça? Pourquoi il y a un prérequis pour être au PS d'être une personne super étrange? Pourquoi dire Bompard est votre secrétaire général? Si vous l'appelez comme ça, je sais pas, peut-être c'est votre secrétaire. Genre, tu plaques les noms des rangs internes du PS à un autre parti. C'est quoi le sous-entendu? Je comprends même pas ce qu'elle essaye de faire, mais c'est super étrange, non? C'est trop bizarre. On le fait, mais regardez dans quelles conditions on arrive à le faire, grâce à la négociation, avec l'abandon du 49.3. Oui. Et ça, c'est pas rien. Gabriel. Pour la première fois, le gouvernement renonce à utiliser le 49.3, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les jours qui viennent, tout se passera à l'Assemblée et je tiens à le dire encore à vos téléspectateurs, on va voter les mêmes amendements. Parce qu'on veut, la gauche et les filles, et la gauche socialiste, on veut vivre dans le même monde. Il y a peut-être, 5% de sujets qui nous séparent, mais dans l'absolu, nous voulons un monde plus juste pour les Français, pour d'ailleurs le monde entier. Et je pense que, vraiment, encore une fois, agonir les socialistes en criant trahison, ce n'est pas rendre service au combat qu'on doit mener pour les Français et contre l'extrême droite. Mathilde Panot, ce matin, elle a parlé d'une rupture historique. En effet, ce matin, dans ce qu'on a montré là, elle reprend pas le mot de trahison, mais enfin, elle dit « nous sommes l'alternative et ce n'est pas le PS, en gros, qui va vous défendre face à l'extrême droite ». C'est ça qu'elle dit. Elle dit « rejoignez-nous aux militants socialistes ». Donc c'est un peu ça qu'elle dit. Sur ce que nous dit Aïda Hadizadeh sur le fait que, en fait, il joue le jeu parlementaire. Finalement, Mathilde Panot, ce matin, elle dit « faisons la résistance parlementaire et populaire ». Bon, on peut vous dire, il joue le jeu. Alors, personne. Je suis désolé, je déteste cette attitude. On peut vous répondre, il joue le jeu, c'est totalement normal, non? Bah non, en fait, quoi? Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire, mais non, mais en fait, tu comprends pas, parce qu'il lance la balle
posant volontairement un truc qui sait être une question de mauvaise foi, il permet en fait à Gabriel Catala d'expliquer non, je suis désolé, tu normalises la position du PS, c'est littéralement Jean Massier de faire ça, genre j'en peux plus. Jean Massier corps. PPT, 5% des sujets nous séparent, nous voulons le même monde. Le PS dit qu'une union LFI avec LFI est impossible depuis près d'un an. Je comprends pas, on comprend pas en fait. Pourquoi LFI nous critique? On vote exactement toutes les lois en commun, on a les mêmes attitudes de vote à l'Assemblée. Là, c'est juste un petit désaccord stratégique mineur. Hein. Littéralement, il y a 2 jours, Olivier Faure sur un plateau. Plus jamais on fera une alliance avec LFI. Plus jamais aux législatives, il y aura un accord de circo. Peut-être on fera ça avec PCF, ELV et tout, mais LFI, non. Et elle, 2 secondes après, avec son petit ton mielleux sur le plateau Mediapart, il n'y a que 5% des choses qui nous opposent. On est dans le même camp, en fait. Déjà, ça ne sert à rien de caricaturer, personne n'a crié trahison. J'aimerais expliquer comment marche la procédure parlementaire. Oui. À l'automne, nous, les députés, nous avons 2 budgets à voter qui sont séparés. Le budget de la Sécu, qui est la plus grosse dépense de l'État, et le budget de l'État. Nous commençons par le budget de l'État, pour lequel nous avons 70 jours avant que le gouvernement puisse passer par ordonnance. Puis nous poursuivons en même temps en commission puis en séance par le budget de la Sécu, pour lequel nous avons 50 jours. Comment ça se passe? Nous déposons des amendements en commission. Et là, si on parle de la réforme des retraites, de la prétendue suspension, il faudrait que le gouvernement dépose lui-même un amendement en commission puis en séance, parce que si nous le déposons, nous, en tant que parlementaires, il serait censuré en vertu de l'article 40. C'est ce que Sébastien Lecornu dit qu'il va faire. Voilà, il dit qu'il va le faire. Ensuite, rentrons dans le dossier retraite, en effet. Ouais. Très bien. Ensuite, dans ce projet de loi de la sécurité sociale, certes, il y aurait peut-être cet amendement de M. Lecornu qui serait financé par 400 millions d'euros d'économies sur les pensions, toutes les prestations sociales sont gelées. Il y a également dans ce budget de la Sécu 7 milliards d'économies sur la santé, en général, il y a le déremboursement de certains médicaments, etc. Et donc, je mets au défi le Parti socialiste, une fois que nous voterons en première lecture, c'est-à-dire le premier vote en séance sur ce budget de la Sécu, de voter pour un budget de la sécurité sociale qui est le budget le plus austéritaire depuis 2010 et qui va saigner l'hôpital public. Ensuite, je termine. Ouais, terminé. Ouais. Ensuite, merci Gabriel Catala. Oh là là, elle est tellement forte. Genre, l'argument là, il est juste blindé, quoi. Ce budget de la Sécu va au Sénat, où là, les LR votent contre ce décalage de la réforme des retraites, puisqu'ils ont une majorité. Donc ça va en CMP. Le budget de la Sécu vient donc dans ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, c'est-à-dire 7 députés et 7 sénateurs qui vont discuter de ce qu'ils gardent à huis clos. Et c'est la droite. Sur ces 14 députés, il y a une majorité de macronistes et de LR. Et donc, ils peuvent retirer à tout moment l'amendement. Puisque le Sénat est très à droite. Voilà, puisque le Sénat est très à droite. Et ensuite vient, si la CMP est conclusive, la lecture finale de ce projet de la Sécu, où je mets au défi le PS de voter pour 7 milliards d'économies sur la santé, ou si la CMP n'est pas conclusive parce qu'il y a un désaccord entre tous les députés, nous avons une deuxième lecture. Et vu le temps qui est dévolu à l'Assemblée pour discuter de cette loi sur la Sécu, nous n'arriverons jamais à l'issue à la fin de la seconde lecture, au bout de 50 jours, puis à la lecture définitive. Et donc, le gouvernement choisira la version de son budget qui sera mise en place par ordonnance, c'est-à-dire par un texte qui devient un texte réglementaire sur lequel il n'est même plus possible de saisir le Conseil constitutionnel. Et donc, ce que font les socialistes, en réalité, c'est qu'ils font un pari que peut-être M. Lecornu va tenir sa promesse et que peut-être à la fin, par un miracle législatif que j'ignore totalement vu la composition actuelle, cette prétendue suspension qui ne touche qu'une seule génération sera dans la version finale du budget. Et j'ajoute une dernière chose qui est très importante, c'est qu'à l'Assemblée nationale... C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal une suspension. J'en peux plus ces gens, j'en peux plus. Le budget de la Sécu, dans sa version définitive, est toujours voté après le budget de l'État. Et donc, il faudrait d'abord qu'il n'y ait aucune censure sur le budget de l'État qui prévoit des coupes records sur les services publics, 30 milliards de coupes, que le Parti socialiste laisse passer ce budget sans censure et que nous passions ensuite au budget de la Sécu. Tout ça n'est donc que des hypothèses. Et moi, je crois qu'en fait, ce qui est le plus triste dans l'histoire, c'est que les socialistes savent qu'il est quasiment impossible que cet amendement soit dans la version finale et qu'ils prennent les gens pour des imbéciles en pariant qu'ils ne connaissent pas la procédure parlementaire. Et c'est uniquement par cynisme et pour éviter une dissolution qu'ils font ça. Alors, vous prenez les gens pour des... Let's fucking go. Oh, merci Gabriel Catala. Oh, merci. Putain, ça fait du bien. Genre, enfin, t'as la vérité qui éclate sur un plateau, juste à un moment. Genre, s'il vous plaît, merci. Waouh. Comment elle va répondre à ça? Comment la meuf du PS, avec ses éléments de langage éclatés, malhonnêtes,
va répondre à cette démonstration? Mais si le cynisme, la question qui est posée, c'est, en effet, on voit bien, il y a des si, beaucoup de si et beaucoup de jours de discussion et une technique parlementaire qui est importante à dérouler. On va y venir aussi avec toi, Mathias, tu peux bien sûr intervenir là. Donc la question, vraiment, il y a voilà, un certain nombre de sujets de technique parlementaire qui se posent. Elle vous dit, Gabriel Catala, c'est même pas sûr que le gouvernement introduise cet amendement de suspension de la réforme des retraites, et même s'il le fait, vous devrez peut-être le voter en avalant énormément de couleuvres. Vous avez dit, je crois, plusieurs membres du PS, je ne sais pas si c'est vous, mais plusieurs disent, oui, Boris Vallaud, je crois ce matin dans l'Humanité, oui, dit, reprend cette expression de musée des horreurs qu'utilise Gabriel Catala en disant, on ne peut pas faire ça. Donc du coup, est-ce que vous ne vous retrouverez pas dans cette solution où vous devrez avaler toutes ces couleuvres-là? Désolé, juste, cette meuf me donne tellement la vibe d'une politicienne carriériste qui croit pas ce qu'elle dit, qui est fake publiquement. C'est vraiment le profil PS, quoi. Le budget Est-ce que vous ne vous retrouverez pas dans cette solution où vous devrez avaler toutes ces couleuvres-là? L'année dernière, le budget qui a été présenté, il était aussi horrible, le musée des horreurs. De toute façon, tous les budgets présentés par la droite, c'est le musée des horreurs. Enfin, je veux dire, là, peut-être un peu plus. Et en plus, ils sont très créatifs dans les horreurs. Mais est-ce que vous vous retrouverez pas dans la position d'en accepter certaines pour faire voter? L'année dernière, je crois qu'on avait voté la première partie du PLFSS parce que dans notre combat commun, on avait réussi à obtenir tellement de choses qu'on avait voté en faveur de la première partie du PLFSS, c'est-à-dire la partie recettes. Projet de loi de financement de la sécurité sociale, pour les gens qui nous regardent. Et après, tu as bien vu qu'après la CMP, ils ont mis ce qu'ils voulaient dans le texte. 49.3. Et il y a eu le 49.3 sur leur version initiale. Là, il n'y a pas de 49.3. Et là, il y aura des ordonnances. On va aller en CMP. Bah, attends, son argument c'est, regardez, on a obtenu des trucs, et Catala lui dit, bah ouais, mais c'est passé en 49.3 au final. Après, elle dit, oui, mais cette fois, il n'y a pas le 49.3. Donc de base, elle admet que la dernière fois, sa stratégie a complètement échoué. Et que le budget qu'elle vient de dire, c'est, oui, en effet, la droite, c'est musée des horreurs, c'est horrible. Ce truc-là était passé par 49.3 la dernière fois à cause d'eux, déjà. Genre, c'est la stratégie rhétorique est intéressante. Catala avec le rebondissement parfait en rappelant que du coup, bah maintenant, c'est par ordonnance, pas par 49.3. D'accord, très bien, merci le PS. Salut Diamond d'ailleurs. Il y a des macronistes en CMP. D'accord? Les macronistes, ils ont peur aussi ils ont peut-être plus peur que nous de voir leur siège. Moi, j'ai pas peur de la dissolution. J'avais pas prévu d'être député. J'étais même à 2 doigts de m'engager complètement dans l'associatif et laisser de la politique de côté. Vous connaissez mes combats peut-être sur la protection de l'enfance. J'étais plutôt partie là-dedans. Et voilà. On s'en fout de ta vie. Moi, demain, si je perds mon siège, c'est pas le sujet. Je sais comment faire de la politique autrement, comment être utile autrement. La vraie question là, c'est que on a mis en sursis le gouvernement de Monsieur Lecornu. Et les termes du sursis sont extrêmement clairs. Vous voulez rester, vous vous débrouillez pour qu'il y ait la suspension de la réforme des retraites. Vous nous baladez, on vous envoie balader. On déclenche une censure, et alors là, comptez sur moi, sans état d'âme, et dès demain, je la voterai. Parce que là, à un moment donné, les termes sont clairs et sont posés. Je suis désolée, je suis vraiment navrée d'entendre des termes aussi durs. Il n'y a pas de cynisme, on ne se moque pas des Français. Vous disiez, ce n'est qu'une génération. Mais à combien vous chiffrez cette génération? Si c'est 700 000, 500 000, même si c'est 1000 personnes, ça vaut le coup. Alors voilà, ça c'est un point intéressant. Je propose qu'on... Attends, elle est en train d'admettre que c'est pas 3,5 millions? C'est quoi cette stratégie? Quoi? Je rappelle l'argument, en fait on s'en fout, je vais pas mettre le focus sur essayer de comprendre est-ce qu'il y a 3,5 millions de personnes qui bénéficient ou 700 000 ou enfin les gens de base leur argument c'est on a augmenté le SMIC d'1 euro, regardez, il y a 3 millions de personnes qui sont impactées positivement. C'est un argument de merde de base en fait, parce que le truc obtenu est tellement ridiculement faible que c'est pas grave de parler du nombre de personnes impactées. C'est ce qui compte, c'est est-ce qu'ils sont impactés d'une façon significative ou non. C'est 3 mois de décalage. Et ça tend toujours vers 64 ans. Même pour 3 personnes, ils seraient avides de se vendre. Mais ouais, Diamond, c'est de la folie. Il y a contradiction. Peu importe, si on peut demain améliorer, mais demain, pas s'il y a une dissolution. Parce que quel est votre scénario? Vous nous dites, on veut la dissolution, la destitution. Ben, il faut gagner l'élection derrière. Oui. On n'a aucune certitude. Je ne sais pas si vous avez une... Mais ça s'appelle la politique en fait. Il n'y a jamais de certitude de gagner une élection. Oh! Comment ils peuvent venir publiquement dire ça? Ils sont contre le concept même de la démocratie. Ah bon, mais vous voulez qu'il y ait une élection, mais il n'y a aucune certitude que la gauche l'emporte et tout? En tout cas, il y a une certitude, c'est que le PS va pas l'emporter, ça c'est sûr et certain, parce que vous êtes qu'un parti de losers et vous le savez, c'est d'ailleurs pour ça que vous voulez pas de nouvelles élections. Par contre, la gauche, elle peut gagner cette élection en fait. Mais ça, en fait, faut être démocrate pour vouloir, pour dire c'est bien une nouvelle élection, faut être pro-démocratie. Je suis pas vraiment sûr que le PS est pro-démocratie. Déjà vu comment votre président François Hollande a traité les manifestants contre sa loi travail horrible, en envoyant la police les tabasser, je suis pas sûr au niveau démocratie, liberté publique, je sais pas, le PS... Ça me paraît pas vraiment être le cas qui défendent ça. Hein. De cristal ou des entrailles de poisson ou un marc de café à la France insoumise, il n'y a aucune certitude qu'on gagne l'élection. Alors, on va parler des retraites après, mais pour... Et il n'y a aucune certitude que on la perde non plus. Donc,
Du coup, merci pour ce propos, merci pour cette analyse de haut vol. Poursuivre sur la question en attendant l'élection de 2027, qu'est-ce qu'on dit? Suspension maintenant pour préserver des millions de travailleurs. Alors, millions de travailleurs, on va y en parler juste après parce qu'on va parler justement de la réforme des retraites et après on parlera du reste du budget. Mais d'abord sur cette question de technique parlementaire, Mathias, en effet, le diable se niche dans les détails. Non, ce qui est sûr, c'est que si les Dommage que Catala n'a pas pu répondre sur ça. Hein. discussions parlementaires... Elle va répondre après, je crois. Donc au-dessus du délai minimum constitutionnel, c'est 50 jours pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale et 70 jours pour le projet de la finance. Le gouvernement peut passer par voie d'ordonnance. Peut. C'est important. Mais vous l'interdirez de le faire, par exemple, s'il passe par ordonnance, qu'est-ce que vous dites? C'est une possibilité. Il peut. Dans l'article 47, excusez-moi, c'est peu, mais c'est important d'assigner sur le peu. Préciser, c'est qu'en fait, ils reprennent le projet de loi de finances initial, donc ce qui a été présenté cette semaine. Donc c'est pour ça que le texte présenté cette semaine est important de ce point de vue-là. Parce qu'évidemment, s'il y a un vote, etc., donc c'est pour ça qu'il faut quand même bien comprendre ce qui s'est passé cette semaine. Sinon, évidemment, ce qui va se passer, c'est un texte travaillé qui sera voté. Moi, la question que je me posais, je vais la poser à vous deux sur ce point, parce que pour avoir suivi les discussions budgétaires des années précédentes, ça me fait penser à Valo Belkacem. Pourquoi? Et a fortiori l'année dernière, que ce soit le RN ou le Bloc Central se déplaçait ou pas, ou alors le RN avait une attitude vis-à-vis de certains amendements de gauche à s'abstenir, etc. Alors que pas sûr que ce serait le cas cette année. Je voulais savoir comment est-ce que vous voyez votre pouvoir d'influence sur ce budget, parce que si on part du principe que tout le Bloc Central sera là, parce qu'il n'y aura pas de 49.3, et qu'en plus le RN, là, pourra pas se cacher, c'est-à-dire n'ira pas à l'abstention sur des grosses taxes, qui avait fait passer le NFP l'année dernière, et là ils vont pas s'abstenir, on sait très bien qu'ils vont aller voter contre, quasiment impossible qu'ils tiennent politiquement le côté on taxe les riches, etc. Qu'est-ce que vous pouvez obtenir dans cette circonstance-là? Alors peut-être Gabriel, si on part du principe, encore une fois, que le budget va au vote. Juste cette... Gabriel Catala, la question est intéressante, parce qu'en effet, aujourd'hui, ce qu'a dit Mathilde Panot, c'est la destitution, mais vous, qu'est-ce que vous voulez obtenir dans ce budget? Eh bien, nous savons bien, dans ce budget, nous pouvons obtenir plusieurs démonstrations. Déjà, la complaisance du Rassemblement national avec le grand patronat et avec le capitalisme en général. Mais c'est intéressant ce que vous disiez, parce qu'en effet, le Rassemblement national a annoncé qu'il allait prendre un tournant totalement libéral. Et l'année dernière, nous avons remporté de nombreuses victoires sur la partie des recettes, uniquement parce que le bloc central ne siégeait pas et que les soirs où la séance durait, le Rassemblement national, pour le dire rapidement, allait se coucher. Mais le Rassemblement national, quand même, bloc central, c'était les macronistes et LR, et ça a sauté. Le Rassemblement national est ouvertement opposé à l'impôt de solidarité sur la fortune. Il est ouvertement opposé à la taxe Zuckman. D'ailleurs, je vois que c'est un événement que M. Faure annonce déposer un amendement sur la taxe Zuckman. Super, elle a déjà été votée l'année dernière. Est-ce qu'elle était dans la copie finale du budget? Bien sûr que non, pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est-à-dire qu'une fois que la première lecture est passée, ils font ensuite ce qu'ils veulent en commission mixte paritaire. La taxe Zuckman, elle avait aussi été votée dans la niche du groupe écologiste. Elle est ensuite allée au Sénat, où elle a été rejetée par les LR étant majoritaires. Ouais. Elle n'a jamais été réinscrite à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale, puisqu'il n'y a pas ce qu'on appelle une procédure accélérée. Donc vous dites que ça n'arrivera pas, il n'y aura pas de taxe Zuckman, ça n'existera pas dans cette configuration politique. Ils auront des victoires quelconques sur le budget, mais la réalité est que nous n'en avons aucune certitude, et surtout que en commission mixte paritaire, le bloc réactionnaire, LR, macroniste et RN, fera bien ce qu'il veut du budget final, et qu'ensuite, le pouvoir peut passer par ordonnance, mais il le fera. Et donc c'est là que la censure avait tout son intérêt, parce que si nous avions censuré aujourd'hui, il y a un autre mécanisme. À partir de quand on peut dire que c'est une dictature? En fait, le pire, c'est que c'est même pas ça, en fait. Le pire, c'est que c'est même pas une dictature. Le pire, c'est qu'on est encore dans une situation politique, pour le moment, hein, ça pourrait changer. On est encore dans une situation politique dans le moment d'évolution historique de la politique française où on peut aller voter pour la gauche. À tout moment, on peut aller les mettre au pouvoir. On a encore le droit de vote, on a encore la liberté de décider qui est au gouvernement, qui sont nos députés, etc., etc. Il n'y a aucune fraude massive dans les élections. Ça n'existe pas. Ils n'ont pas besoin de le faire puisqu'ils tiennent les médias mainstream, ils tiennent tous les canaux de communication et d'information que les citoyens utilisent massivement, et ils utilisent ça pour propagander les gens pour qu'ils votent contre leurs intérêts. Ils n'ont même pas besoin de faire la dictature. Dans la loi de finances, dans la LOLF, qu'on appelle la loi d'orientation. Attends, je remonte un peu. Là, Catala est en train de faire une démonstration ultra rigoureuse de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. C'est ultra stylé, en fait. Gabriel Catala, on devrait l'entendre plus souvent, là, hein, parce qu'elle fait un taf de ouf. Son intérêt, parce que si nous avions censuré... Non, Mulch, tu vois bien, l'espace est restreint, vu que le seul moyen qu'on prenne le pouvoir, c'est une majorité absolue. Avec une majorité relative, ils ne rendent pas le pouvoir. Oui, bah donc du coup, qu'est-ce qu'il faut dans ce que j'ai dit? Il faut donner une majorité absolue à LFI, à la gauche qui veut réellement changer les choses. LFI et d'autres partis qui semblent être de gauche, le NPA,
peut-être, RP, peut-être, je sais pas, enfin, qui semble être en tout cas, aux législatives, leur donner des sièges. Ou gagner la présidentielle, oui. C'est complètement possible. Suffit d'aller voter. Aujourd'hui, Ouais. il y a un autre mécanisme dans la loi de finances, dans la LOLF, qu'on appelle la loi spéciale. d'orientation. La loi spéciale. Oui, c'est ça. Il ne faut pas perdre trop les gens qui nous regardent. Ouais. Donc la loi spéciale, c'est plus quoi? horrible que horrible. C'est lorsqu'il n'y a pas Empêche pas Gabriel Catala de nous expliquer le fonctionnement des institutions Mediapart, là, le mec de Mediapart. Laisse-la expliquer. En vrai, juste laisse-la parler. Tu peux même juste quitter le plateau, hein, en vrai. Je pense que... de budget. Ouais. C'est le fait de reconduire automatiquement Ah non, le pas budget du l'année dernière. Pas du tout. Alors ça, je sais que vous racontez ça, mais encore une fois, Et c'est je sais totalement pas. faux. Ok, finissez, on vous C'est-à-dire fait que répondre après. La loi spéciale permet de reconduire tout le budget, sauf si le gouvernement, un gouvernement décide de faire autrement. Donc M. Bayrou avait décidé par circulaire, d'une manière totalement autoritaire, de faire autrement pour faire un chantage aux entreprises et aux investissements et ensuite mieux faire passer son budget, là aussi, avec l'aval des socialistes, qui nous avaient raconté d'ailleurs les mêmes histoires d'arracher des victoires. Souvenez-vous, Sachant vous que avez le dit... budget 2025 était déjà horrible. Voilà, si vous voulez. et donc le budget 2025 ok. était horrible, mais moins horrible, et d'ailleurs la contribution sur les plus riches était 2 fois supérieure, vous l'avez dit tout à l'heure, que dans la copie présentée par M. Le Aïda Hadizadeh et Gabriel Catala, et vous dit, voilà, bon, alors, vous allez perdre beaucoup de fois, peut-être gagner pas beaucoup, et perdre beaucoup de fois. Après, derrière, il y aura de toute façon la droite sénatoriale qui va revenir et qui va faire un budget de droite comme les années précédentes. Et puis on vous dit, sinon le budget va passer par ordonnance, et là, peut-être vous pourrez pas dire grand-chose. Et puis sinon, de toute façon, il y aura une loi spéciale sur laquelle vous n'aurez pas de contrôle. C'est ça qu'elle vous dit. Alors déjà, il peut passer par ordonnance. L'article 47, c'est une possibilité, c'est pas une obligation. Donc là, vous censurez? Chaque mot compte. Déjà, on retourne à la table des négociations. On va négocier. Possibilité. Oh non! Attends, elle est même pas capable de dire que s'ils font ça, ils censurent. Attends, mais même dans une optique où tu veux négocier, tu dis oui, on va censurer dans ce cadre-là, juste pour une position, genre juste pour... Ces gens-là ne veulent même pas négocier, ils veulent juste céder à la droite. C'est pas une négociation. Normalement, une négociation, t'es en situation de force et tu cèdes pas et tu révèles pas ce sur quoi t'es prêt à céder par la suite. Oh, ça a aucun sens. Oh, c'est tellement une mauvaise politicienne, en plus, de dire ça. Oh, ils sont tellement cons. Ça veut dire marge de manœuvre et toujours le doigt sur la censure. C'est ça notre arme. On a posé le fait qu'on pouvait les censurer à tout moment. Et là, attendez, Gabriel... Attends, on a posé le fait qu'on pouvait les censurer à tout moment. Vous les avez pas censurés. Donc vous avez montré que vous êtes pas prêt à... vous êtes pas prêt à les censurer. Non, c'est pas l'inverse. What the fuck? Possibilité, ça veut dire marge de manœuvre et toujours le doigt sur la censure. C'est ça notre arme. On a posé le fait qu'on pouvait les censurer à tout moment. Et là, attendez, Gabriel, Finissez juste, répondez après. Vous êtes pas instruit. Et donc, justement, et là, je la rejoins. Je rappelle que Michel Barnier a été censuré il y a maintenant plus d'1 an. Ils ont tous voté une motion de censure. Macron a renommé quelqu'un de macroniste. Et qu'est-ce que ça a donné? La même merde. Donc du coup, c'est quoi le concept en fait? C'est quoi le concept de on va attendre, peut-être censurer au bout du compte, peut-être pas, censurer à tout moment. Genre ces gens comprennent pas que c'est que en augmentant le niveau de pression sur la Macronie qu'on peut sortir de cette situation. C'est pas en la baissant. Ils vont dans le sens inverse de ce qu'il faudrait faire. C'est justement parce qu'on a tout... Gabriel Catala a entièrement raison que ça semble être par pur cynisme de on n'a pas envie d'une nouvelle élection trop vite parce que on est tellement nul à chier politiquement et on n'a tellement plus aucune crédibilité qu'on risque d'avoir plus aucune voix. Bloc de gauche Quitte derrière à faire souffrir l'immense majorité des Français. qui est prêt à le faire. Et là, on a bien compris, maintenant le RN le fait aussi, qu'on est puissant. Et je ne dis pas, enfin moi je tire aucune gloire de fait qu'on soit 69 puissants. C'est vraiment on est dans la négo. Et la négo, ça n'a rien de honteux. Tous les jours, patrons et salariés s'assoient à une table de négo, ils ne veulent absolument pas la même chose, et ben ils négocient. Alors, Vous entendez juste qu'une partie de la gauche, une grande partie de la gauche vous dit, vous nous trahissez, et vous vous dites non, on s'épaule. Pardon ? Une grande partie de la gauche vous dit, vous nous trahissez on aujourd'hui, s'épaule. et vous vous dites non, en fait, on s'épaule. On s'épaule, j'ai pas dit ça. On s'épaule avec les autres, c'est-à-dire c'est parce qu'on a un bloc très à gauche qui nous Je pousse pense qu'on que peut c'est- faire ça. Je pense que c'est une erreur qu'une partie de la gauche crie à la trahison. D'ailleurs, Madame Catala vient de dire qu'il ne disait pas trahison, mais de fait, on entend tous trahison, et je vous assure qu'ils poussent leur base pour qu'on reçoive des mails avec trahison écrit en C'est rouge. ce que disent aussi, Mathieu l'a montré dans son article, beaucoup de militants du PS, des gens qui ont... Oui, les jeunes socialistes. Pas que les jeunes socialistes. Voilà. des- Mais la grande majorité du parti n'est pas sur cette ligne-là et soutient notre stratégie de négociation. Quand la CFDT... Mathieu, c'est- Donc c'est un parti de droite. Moi je suis chaud, hein. Je suis une grande partie du PS, la majorité du PS est favorable à cette strate. Ok, donc le parti est de droite. Ok.
à Ouais. négocier. Non, moi je pense Quand qu'il y la a quand même CFDT une va partie négocier, de est-ce qu'elle votre trahit base- les travailleurs? Il y a une partie de votre base qui ne se reconnaît pas. Je ne dis pas qu'elle est majoritaire, mais il y a des gens dans votre base qui ne se reconnaissent pas dans le Et fait là, que vous je pense tourniez le dos à l'union de la gauche. Parce que vous dites Je pense qu'on maintenant peut parler aujourd'hui d'une chose. que vous vous Ouais. appuyez sur le pôle radical, etc., que ça vous permet d'être plus Ouais. fort dans la négociation. Mais en réalité, ce que voient les gens à l'extérieur, c'est quand même une dislocation de la gauche Si, et oui. une tentative d'introduire une sorte de culture du compromis au bénéfice des travailleurs dans une assemblée qui est assez hermétique à ça. Et surtout avec des macronistes qui la sont culture du totalement... compromis au bénéfice des travailleurs, déjà, bah- c'est pas sale. Et de autre chose, c'est pas nous qui faisons exploser la gauche, là. C'est ceux qui disent, vous faites exploser la gauche. Nous, on est là à obtenir des choses que les travailleurs demandent. Vous disiez Pourquoi la, déjà avant pourquoi que la vous ne vouliez CFDT, plus vous pourquoi allier à la la France CFDT, insoumise aux première élections. centrale syndicale, crie victoire? Oui. Pardon, mais Mais attends, mais c'est le pire argument. La CFDT trahit les travailleurs. H24, de quoi vous parlez? La CFDT! On rétablira l'esclavage, la CFDT négociera les chaînes. Genre, what the fuck? Oh! le LFI dit toujours, vous trahissez parce que vous ne respectez pas la première codicile, la ligne 2 du nouveau programme du Front populaire. Qui réclame l'abrogation. Cet été, M. Mélenchon, à la tribune des universités populaires de LFI, a remis en cause Zelensky dans le programme du nouveau Front Président populaire. ukrainien. Exactement. Quel rapport? Oh non. Elle va faire un whataboutisme, genre, ah, Mélenchon aussi a pris une position un peu éloignée du programme NFP. Oui, ok, on est d'accord que Mélenchon dit de la merde sur l'Ukraine, mais c'est hors sujet, en fait. C'est pas du tout le sujet actuel. BPT, c'est un sophisme. Ouais, trouve le nom en français. Je vais pas dire la phrase en anglais. Exactement, il y a le soutien inconditionnel. On va pas aller sur l'Ukraine, là, mais en effet, Voilà. oui, voilà. Mais vous voyez, je veux dire, les procès en trahison, on peut s'en faire toute la journée. Et le problème, et là je vais pointer du doigt, pour moi, Très rapidement. le vrai problème, c'est la maladie du gauchisme. À droite, ils ne passent pas leur temps à dire je suis plus à droite que toi. Il y a une fois Darmanin qui a essayé, on s'en souvient tous, mais ils ne passent pas toute la journée leur temps à dire je suis plus à Bon, droite. Gabriel Catala, vous êtes souffrez d'une maladie gauchiste. Non, mais pas juste la gauche Ok. française. Même dans les mouvements associatifs, il y a ce truc de je suis plus pur, je suis plus radical que toi. Et moi, c'est ce que je déplore le plus à l'heure actuelle. Nous n'avons pas le luxe de nous diviser face à l'extrême droite qui monte partout. Pas qu'en Gauchisme France, ou dans le désaccord. monde entier. Non, mais Ce que vous dites, non, mais sur la question que vous dites, vous dites en fait, on ne pactise pas. Vous dites on ne peut, en fait, on ne peut C'est du plus. respect pour la gauche. Pardon. Non, Vous dites juste on ne peut plus discuter, négocier avec ce gouvernement. Vous dites c'est ça, c'est plus possible en fait. En réalité, c'est pour ça que On remarque toujours le même récit qui consiste à faire peser le poids de la division sur la France insoumise. Ouais. Déjà, je rappelle que sans la NUPES en 2022, le groupe socialiste n'existerait plus à l'Assemblée nationale. C'est uniquement parce que M. Mélenchon a fait 22% à l'élection présidentielle que le groupe socialiste existe toujours. Ensuite, ce n'est pas la Merci, France monseigneur. insoumise, il y a une semaine, qui a annoncé vous ne le contestez sur pas. une chaîne quelle bague on va baiser, sur une chaîne de grande écoute qu'en cas de dissolution, il présenterait des candidats contre tous les candidats insoumis dans des circonscriptions sans respecter l'accord. Ça n'engage On y viendra, on y vient Monsieur juste Olivier après sur la Faure, question ça y est. des alliances. On va Attends, sa réponse, c'est ça n'engage que Olivier Faure. En fait, ce parti est créé pour infliger une torture psychologique collective. En tout cas, ça marche, hein. finir par ça. Mais on Voilà. peut reprendre l'histoire. Et donc, On finira par ça. Merci. là où je veux en Il y a venir, un peu c'est que de vérité, est-ce quand que, même. face au péril et au danger de l'extrême droite, ça vaut la peine de fracturer la gauche? Et encore une fois, ce n'est pas que la France insoumise, c'est les écologistes, les communistes, les ultramarins, tous ceux qui se reconnaissent. Où est-ce qu'ils vont chercher ces gens? Alors, il y a un tas de personnes qui rejoignent ce parti parce que... et d'ailleurs, il y a plein de jeunes personnes qui l'ont rejoint ces dernières années. Hein, genre, dans la méta, ils ont signé le truc NFP, donc peut-être du coup, c'est redevenu un truc un peu de gauche ou je sais pas quoi, genre toute cette propagande. Il y a par exemple des jeunes personnes qui sortent de Sciences Po, de grandes écoles, de l'ENA, de plein d'institutions comme ça où on leur a répété au cours de leur scolarité, ils sont l'élite de la nation, ils sont hyper intelligents, ils méritent d'avoir des postes dans des hautes fonctions publiques, ministères, députés, etc. Et c'est littéralement juste un cheminement de carrière pour eux. Voilà, t'as ce parti-là de grifteur complet qui peut... ce qui est le bonus quand tu vas PS plutôt que LR ou Macron ou RN, parce que tout ça, c'est aussi des options de carrière pour avoir des places, pour avoir un bon petit salaire de 6-7 000 euros par mois, bien logé dans la capitale, dans un bel appart, machin, le cloud social, l'argent, la voiture, etc. En plus des partis explicitement d'extrême droite, explicitement de droite, quand tu vas dans le PS, tu peux en plus te draper dans le truc de non, mais en fait, je suis une bonne personne quand même, parce que, genre, c'est un peu la gauche quand même, parce qu'il y avait un moment où Jean Jaurès avait dit qu'en fait, fallait socialiser
valoriser les moyens de production il y a 100 ans et c'était la même étiquette de parti. Et donc finalement, je suis pas trop en train non plus de trahir la majorité des Français, l'intérêt général du pays et tout en allant dans ce parti-là juste pour ma petite carrière. En tout cas, tu peux le prétendre sur les plateaux, tu peux prétendre que tu t'opposes à la droite rhétoriquement tout en faisant le contraire quand tu es au pouvoir. Donc c'est pour ça que ça attire ce profil de personnes complètement carriéristes, cyniques. Et en fait, c'est presque des personnes pires que la droite explicite, parce qu'au moins la droite, ils défendent vraiment les idées de droite avant d'être au pouvoir, alors que le PS prétend avoir un programme de gauche jusqu'au moment où ils sont au pouvoir pour ensuite faire une politique de droite. Et dans cet aspect-là, les gens du PS, je les déteste presque plus parfois que les gens explicitement de droite, quoi, parce qu'il y a un aspect de malhonnêteté pure aussi qui se rajoute à toutes les couches d'horreur. Dans le programme Nouveau Front Populaire, Le pacte de Bagneux. mais le pacte de Bagneux, ça ne veut rien dire pour les gens, personne ne sait ce que c'est. Le pacte de Bagneux, c'est compliqué. Voilà, c'était une dynamique unitaire, on va dire, à gauche. Voilà. Populaire dans les années 30, mais ça ne veut rien dire. Ne veut pas être dans la dynamique. Et ça ne vaut pas la peine de fracturer. Gabriel Catala était tellement saoulé quand l'expression pacte de Bagneux est apparue. En fait, personne sait ce que c'est le pacte de Bagneux. La gauche face au péril de l'extrême droite pour des compromis. Et je voudrais revenir sur ce qui s'est passé déjà en janvier 2025, parce que le même cirque a eu lieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu les socialistes qui sont soi-disant allés arracher des victoires auprès de M. Bayrou. Qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné le conclave sur les retraites qui a permis à M. Bayrou de jouer la montre, de mettre en débat la retraite par capitalisation, la fin du régime par répartition. C'est exactement ce qu'a refait M. Lecornu d'ailleurs dans son discours de politique. Donc c'est le même cycle qui se répète, voilà, c'est ça exactement. Que vous dites. Et les socialistes avaient soi-disant remporté une victoire sur les 4000 postes d'enseignants qui ne seraient pas supprimés dans le budget. Ça me tue de le dire, mais oui, j'ai plus de respect pour les gens qui assument leurs idées, même si les idées sont catastrophiques. Non, mais tu vois, quand t'es sur un plateau face à un macroniste, il va défendre la politique horrible, néolibérale, autoritaire de Macron, et tu peux débunker tous les arguments de droite qui va sortir. Mais quand t'es face au PS, il y a une couche d'horreur supplémentaire, parce que le PS va te dire « Mais je comprends pas, mais en fait, on est vos alliés, c'est grâce à vous, justement, qu'on a pu obtenir cette grande victoire. Pourquoi vous nous tapez dessus ? Nous, on vous tape jamais dessus, la gauche. » Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est-à-dire qu'il y a toute une couche de rhétorique supplémentaire quand t'es au PS qui va te protéger des gens de gauche qui vont vraiment te critiquer sur les horreurs que tu fais. Les macronistes sont bien hypocrites aussi avec leur langue de bois. Ouais, mais vous comprenez la différence, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé à la rentrée ? Il manquait, selon Mme Borne elle-même, 2500 postes d'enseignants, 5000 selon les syndicats. Et là, dans le budget qu'on a découvert mardi, il y a 4600 postes d'enseignants supprimés dans l'éducation nationale sur le budget 2026. Alors moi, j'aimerais bien savoir quelles sont les victoires remportées par les socialistes depuis le début de l'année, concrètement, après les votes. Et des lits d'hôpitaux en plus grâce aux négociations qu'on a menées. Il y a eu plus... Quels seront, pour bien comprendre, pour que les gens nous comprennent, pardon, excusez-moi, pour que les gens nous comprennent, quelles seront vos lignes rouges ? On parlait de musée des horreurs tout à l'heure. À quel moment ça devient un budget ? À quel moment c'est un budget acceptable ? À quel moment ça... Pourquoi le mec de Mediapart coupe le débat et change de sujet ? C'est une très bonne question, Gabriel Catala. Quelles sont les victoires concrètes que le PS a obtenues ? Elle a commencé à expliquer les lits d'hôpitaux. On aurait bien aimé entendre, du coup. Spécifiquement, quel lit d'hôpitaux, par quel projet de loi ça a été possible ? Je rappelle qu'au moment des non-censures de Bayrou, c'est les macronistes qui ont fourni une liste de choses au PS pour que le PS puisse dire « Regardez tout ce qu'on a obtenu ». Et en fait, les macronistes ont juste dit... non, mais si jamais le PS n'avait pas obtenu ce truc-là, on aurait détruit des lits d'hôpitaux, on aurait fait ceci, ça aurait été 1000 fois pire. Et d'ailleurs, c'est l'argument aussi de, vous vous souvenez avec Bayrou, avec Bayrou plus tard, maintenant en septembre, où il voulait enlever les jours fériés. Il voulait enlever 2 jours fériés. Mais du coup, c'est le truc de balancer un truc horrible qu'en fait les macronistes savent qu'ils vont pas réellement faire. Enfin bon, ils le feraient peut-être s'ils avaient complètement la marge de manœuvre, mais ils balancent un truc horrible et après ils disent regardez, on renonce à faire ça et donc ça c'est une victoire obtenue par le PS. Et après le PS dit on a obtenu cette grande victoire, mais en fait c'est un truc fictif qui n'a pas eu lieu. Par rapport au statu quo, ils ont rien changé, c'est juste que ils prétendent avoir empêché les macronistes d'avoir fait un truc qu'ils n'ont pas fait. Et les macronistes leur fournissent les arguments pour qu'ils puissent dire ça. Ça fonctionne, encore une fois, en coopération avec les macronistes, ce genre d'argumentaire de merde. Ça devient pour dommage que le mec de Mediapart coupe du coup à ce moment-là. Budget inacceptable parce qu'on a listé avec Mathias, il y a plein de choses que vous aussi vous considérez comme inacceptables. Mais là, on va débattre amendement par amendement. Pourquoi on Mathias, fait comme si le budget était voté et qu'il fallait aujourd'hui dire c'est un bon ou un mauvais budget ? C'est un mauvais projet de budget. Juste avant, on est tous d'accord là-dessus. Il y a un cadre en fait dans ce, il y aura un cadre de négociation. Quand on est allé à Bercy en début de semaine à la proposition, lors de la présentation du budget,
on voyait qu'il y avait une marge de manœuvre sur, donc on dit 0,2 points de PIB de déficit, ça fait 6-7 milliards. 0,2% du PIB, 6 à 7 milliards d'euros. 6 à 7 milliards d'euros, ça peut finir à 4,9% du PIB, le déficit à la fin, pour qu'il reste dans les clous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que passer de 4,7 à 4,9, ça veut dire en gros qu'ils vont peut-être lâcher sur 5-6 milliards ou 7 milliards de mesures, sachant que leur projet de budget, c'est pas certain qu'il soit respecté à l'euro près, etc. Donc il y aura des choses. Donc tu veux dire que les marges de manœuvre sont très faibles? Les marges de manœuvre sont très faibles, donc d'où la question, sur quoi est-ce que vous... En plus des retraites, j'entends, parce que les retraites, c'est 400 millions. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez obtenir de plus, sachant que plus on s'approche des 4-9, plus la droite ne va pas vouloir voter le budget, évidemment. Ça sera toujours la même chose, hein, c'est toujours le problème. Bah oui. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez obtenir en plus? Parce qu'on a entendu plein de choses. Des remboursements. Ce qu'ils peuvent obtenir en plus, c'est le fait qu'il n'y a pas une nouvelle élection où le PS va perdre un tas de sièges si c'est une législative ou va complètement perdre le peu de voix qui leur restait dans une présidentielle. C'est ça la vérité. Gabriel Catala l'a dit au début. À peu près tout ce qu'on a listé, on a déjà entendu que potentiellement, mais on ne pourra pas tout faire. Réponse juste importante quand même pour les gens qui comprennent un peu jusqu'où vous voulez aller, jusqu'où vous pouvez aller. Là, on confond plusieurs choses, à mon avis, dans la manière dont Oui, mais les gens, ils se posent des questions concrètes. Ce sera quoi demain avec ce budget pour moi? Merci de faire de telles émissions pour clarifier des choses qui sont complexes, même pour nous. Moi, jeune députée, je découvre pas mal de choses. Là, on fait comme si on était encore à la table des négos avec le gouvernement. On pas rentre encore suffisamment, dans le débat apparemment. Parlementaire, avec l'absence de 49.3, ce qui change toute la donne. Donc, amendement par amendement, projet par projet, article par article, nous allons pousser nos idées. Si c'est inacceptable, vous censurez. Si on parle d'une disposition sur la santé, par exemple, on va arriver, vous censurez. On espère qu'on va arriver jusqu'à la CMP. Et commission mixte paritaire. Commission mixte paritaire. Et là, on va tenir les macronistes pour responsables en disant, mais si vous faites tout sauter alors que vous nous avez promis suspension de la réforme des retraites, vous nous avez promis, c'est celle dans la négo qu'on a obtenue, la taxe sur les plus riches, si vous nous la faites ridicule à 1 milliard, et si vous pénalisez les plus pauvres et que vous laissez passer ça dans la CMP, pas de problème. On va beaucoup voir Olivier Faure sur les plateaux ces prochaines semaines, je crois. Oui, tout à fait. Juste un petit point. Pour faire un peu de pédagogie. La question qu'il faut poser directement. Oh, tout à fait. Pour en faire un peu de pédagogie, on envoie Olivier Faure sur les plateaux. Est-ce que si dans ce projet-là, la sécurité sociale, il y a leur décalage de la réforme des retraites pour une seule génération et toujours 7 milliards d'économies sur la santé, est-ce qu'ils votent pour? Non. Et voilà. Et donc comme on ne peut pas revenir à ça, on reviendra à quelques milliards près dans le meilleur des cas, on en arrivera, si débat parlementaire et blocage de certaines mesures par la droite, à 6 milliards ou 5 milliards d'économies sur la santé. Ouais. Du coup, quel est l'intérêt? Parce que vous validez par exemple... Non. Donc vous à la fin, 7 milliards d'économies. Allez, réponse rapide et ensuite on fait un petit point retraite et après on conclut. C'est quoi la ligne rouge? 5, 6, moi je 7. pense, alors je ne vais pas faire la fin du débat, mais ça va être un projet de droite. C'est un projet de droite, pardon. Et ça va être un budget de droite. Au mieux, on s'abstient parce qu'on aura réussi à arracher plein de choses dans notre combat commun, la gauche réunie, et j'espère une partie du MoDem qui, dans les échanges qu'on a avec eux, ne sont pas hostiles, parce qu'ils entendent aussi leurs électeurs sur le terrain, à une taxation des plus riches. Ils ne sont pas hostiles à préserver les plus pauvres, et ils sont hostiles, donc, une partie d'entre eux. Au mieux, on s'abstient. Et au pire, on vote contre. Et dans ce cas-là, mais si on se passe avec les voix de la droite. Si on se fait balader sur la suspension de la réforme des retraites, moi je vous dis, amendement dans le PLFSS et projet de loi, c'est l'affaire du gouvernement. Ils n'ont pas une obligation de moyens sur ce dossier-là. Ils ont une obligation de résultat. Okay. C'est très clair. Mathias, si ils nous baladent là-dessus, on les envoie balader, censure. C'est fondé sur des économies. C'est-à-dire que d'un côté, on permet potentiellement à une génération de gagner 3 mois, mais de l'autre, les pensions de millions de retraités vont baisser. Mais non, vous partez du principe que c'est déjà fait. On a compris. On a compris qu'il y a beaucoup... Mais elle vient de dire que ce sera un truc de droite. Non, vous partez du principe que c'est déjà fait. 2 phrases avant, on est d'accord, ça sera un projet de droite. Donc c'est déjà fait. Oh. Coup de pari mais en effet, Gabriel Catala a raison de faire l'idée que ce serait possible et vous avez raison de dire on va se battre pour que ça se passe pas. Les deux côtés, voilà, Mediapart, les deux côtés ont raison, tout se vaut. Mathias, j'ai une petite question. Franchement, Gabriel Catala, là, vu la petite fourberie du mec de Mediapart, là, Gabriel Catala aurait été tellement légitime à dire bah non, vous pouvez pas dire ça. À couper la parole et là à snap sur le plateau et à dire est-ce qu'on peut arrêter les conneries 2 secondes et en même temps médiapartiste, non mais en fait j'en peux plus de ces gens. Ils sont en train de nous amener à la mort, genre ils sont en train de tuer des Français en ayant cette attitude. Enfin, je suis désolé, mais juste il y a des gens qui meurent dans la rue en fait. À côté de tout ça, vous allez dire ouais non mais non si c'est genre il y a des réalités. Il y a des vrais trucs en fait, il y a de la vie des gens en fait en jeu. Mais je pense que c'est pas possible et vous pensez que c'est possible. Mathias, pour que ça soit pas possible. Très rapidement, j'ai une petite question puisque
Olivier Faure, on l'a entendu, Sébastien Lecornu nous disent la suspension, on va essayer d'être très concret pour les gens qui nous regardent, la suspension de la réforme des retraites jusqu'à la présidentielle, ça concerne 3,5 millions de Français. Tout à l'heure, Aïda Hadizadeh nous dit, même si c'est 700 000, c'est très bien. Parce qu'il y a eu des échanges très complexes là-dessus, entre économistes, sur les réseaux sociaux, etc. Bon, on va passer les détails. Qu'est-ce qu'on peut en dire ce soir? Qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est pas clair? Réponse rapide. Jusqu'à 2027, en tant que tel, c'est effectivement 700 000 personnes qui sont concernées. Mais la réforme, c'est le décalage de l'âge minimum de départ. Donc ça veut dire que jusqu'ici, en gros, il y avait les gens qui étaient nés jusqu'à 1968, qui étaient concernés qui allaient être concernés par moins de 64 ans encore. Et là maintenant, ce sera jusqu'à les gens qui sont nés à 1969. C'est décalé Donc ça concerne combien de personnes? Ça concerne 3,5 millions si il y a une pause jusqu'à 2027 et qu'elle reprend son cours normal, s'il y aura juste un décalage. Ça serait beaucoup plus clair avec le graphique. Non, le but c'est que rien soit clair jamais en fait. Le but c'est d'avoir des médias de merde. Ils sont sur internet mais ils font des formats plateau télé comme si on était il y a 40 ans et jamais ils utilisent le concept de genre montrer graphiquement une information pour que tout le monde le comprenne. Le but est-ce que la connaissance, la compréhension, le savoir soit restreint à une sorte d'élite, une pseudo-élite, parce qu'ils sont pas du tout élites, ils sont complètement cons. Tu peux juste montrer ça en fait, voilà, boum. Voilà, et là tout le monde le comprend, là. Comme ça tout le monde le comprend. Mais non, on est sur Mediapart. Ça peut pas être aussi simple. À l'année présidentielle, et elle reprendra son cours normal pour s'appliquer. Donc en fait, juste pour vous dire, j'ai skip quand j'ai commencé à faire le react à l'émission, on a skip tout le début où ils passent encore une fois 5 minutes à présenter chaque personne en refaisant tout leur CV depuis leur âge de 16 ans. Et comment elle peut... Pardon. Allez-y, finis. Donc à ce stade, en fait, c'est très concret. S'il y a juste un décalage d'un an, ce qui est aujourd'hui le cas, mais après, on donne l'opportunité à l'élection présidentielle, après ça peut changer, etc. Mais si la réforme continue à s'appliquer après la présidentielle, ça concerne effectivement 3,5 millions de personnes, et ça fait économiser 3 mois aux gens qui sont nés en 64, en 65, en 66, en 67 et en 68. Ok. Et c'est juste ça. Mais voilà, et jusqu'à 2027, ça concerne 700 000 personnes qui pourront partir, pourront faire valoir leurs droits 3 mois avant ce qui était prévu par la réforme Borne, c'est-à-dire à 62 ans et 9 mois, ils passent 63 ans. Donc vous dites toujours ça fait 3,5 millions et vous dites toujours ça fait 700 000. C'est pas antinomique, en fait. C'est pas antinomique. Oui, tout à fait. C'est pas antinomique. C'est 700 000. Moi, j'ai pas trop compris. C'est 700 000 jusqu'au présidentiel. Et si la réforme, elle poursuit son cours ensuite, ce sera 3,5 millions. Donc là, c'est 700 000 à ce stade. En fait, c'est ça qu'on peut dire. 700 000 à ce stade jusqu'à 2027. Et si elle poursuit son cours, c'est le décalage d'un an. C'est plutôt zéro pour l'instant. C'est le décalage d'un an qui fait qu'il y aura 3 millions. En fait, le fait qu'on passe 1 heure à débattre à ça, ouais, donc tes 700 000, c'est genre avant la ligne rouge là, et les 3,5 millions, c'est là. D'accord, leur argument 3,5 millions, il est complètement malhonnête du coup, puisqu'on sait pas ce qui va se passer après la présidentielle 2027. Et oui, en plus, pour l'instant, c'est zéro, parce que ce truc-là n'est pas du tout confirmé. Et il rentre en place seulement si tu acceptes toutes les autres folies du budget. Genre, il n'y a aucune victoire obtenue. Ça reste 700 000 personnes qui ont déjà perdu 8 mois. Bah oui, parce que normalement, la ligne grise ici, c'est ce que le NFP avait dit faire immédiatement, abroger la réforme. Et en plus, la ligne turquoise ici, c'est ce que le NFP a mis dans leur programme comme projet moyen terme, c'est-à-dire revenir à 60 ans. Pas des démocrates. Le fait que déjà sur un plateau Mediapart, le débat il est centré sur est-ce que c'est 700 000, est-ce que c'est 3,5 millions. Le cadre du débat devrait être ça. Genre la fenêtre d'Overton s'est déjà déplacée. Plus on monte sur ce graphique, plus la fenêtre d'Overton se déplace vers la droite. Et là, le débat Mediapart, la fenêtre d'Overton est ici, là. 1,5 million de personnes qui pourront faire valoir leurs droits 3 mois avant ce qui était prévu par la réforme Borne. Très bien. Je précise que voter pour l'amendement du gouvernement qui permettrait de revenir à 64 ans en 2027 revient à redécider la retraite à 64 ans, revient à l'avaliser. Vous voterez contre cet amendement ? Le groupe La France Insoumise, vous voterez contre cet amendement ? L'amendement, je ne sais pas à quoi il va ressembler, mais si l'amendement... Allez, vous reviendrez sur le plateau, nous en parler. On prévoit 400 millions d'économies sur les pensions. On ne sait pas à quoi ressemble cet amendement, mais s'ils se moquent de nous, on les enverra balader, c'est très clair. Je voudrais terminer sur ça. Vous l'avez mentionné, on l'a déjà mentionné, la question évidemment des prochaines échéances électorales, la question de, on va dire quoi, le peuple des gauches qui nous regarde ce soir. Si on est sur Mediapart, c'est eux et elles qui nous regardent ce soir dans leur diversité politique, syndicale, sociale, et des gens que la vie publique intéresse. Non, c'est faux. Sur la question de demain, comment on fait ? Olivier Faure, Aïda Hadizadeh, il a dit, là récemment, après avoir dit le contraire il y a un mois, pas d'accord avec LFI. Donc il n'y aura plus d'accord avec LFI demain, quand vous êtes sur votre circonscription, quand vous serez un jour éventuellement recandidate dans votre circonscription, dans le même département que Gabriel Cadala. Pas la même circo. Pas la même circonscription. Mais donc plus d'accord avec LFI. C'est-à-dire il y aura LFI et il y aura PS. Alors,
C'est concret, ça. Non, mais c'est vrai. Et puis moi, je suis pas décisionnaire, mais moi, j'ai une opinion là-dessus. Ce que vous avez dit avant, c'était très concret aussi. Hein. Le budget, c'était concret aussi. Hein. Ça, c'est concret. Oui, le reste aussi, merci. Désolé, juste, je suis trigger par Mediapart, en fait. Je pense que le mieux qu'on puisse faire pour quand même permettre à la gauche de ne pas battre en retraite et de ne pas présenter les candidats les uns contre les autres et de tous nous faire perdre, c'est un pacte de non-agression. Et je vais pousser cette idée auprès de mon parti pour dire, et de la présenter aussi à nos partenaires, pour dire, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Visiblement, notre stratégie vous hérisse tellement que vous êtes prêts à débaucher des gens chez nous, et puis nous, il y a des choses qui nous hérissent chez vous, soyons francs, et on le sait de quoi on parle. Pacte de non-agression. Parce que ça veut dire quoi ? je connais bien le Val d'Oise. Ça veut dire quoi ? Alors, pacte de non-agression, ça veut dire qu'on ne présente pas de candidats, par exemple, on ne présentera pas de candidats PS ou autres face à des candidats LFI sur les circos sortantes. Sur les circos à gagner, il faudra voir de quoi on parle. Mais moi, je connais bien la circonscription de Gabriel Catala parce que je connais bien le Val d'Oise. Je ne suis pas née, je suis née en Iran, mais j'ai grandi. Si on présente un candidat face à Gabriel Catala, une candidate, elle perd. Très certainement, si j'en présente un face à moi, il y a des grands risques. On a de grands risques de perdre. Même réponse. On a de grands risques de perdre. Même réponse. Mais vous n'avez pas gagné en 2022, Gabriel. Alors, pacte de non-agression, elle nous dit, s'il vous plaît. Il n'y avait pas le même taux et il n'y avait pas de S'il vous plaît, candidat. on ne va pas refaire dans les élections dans le Val d'Oise, je pense. Pardon, pacte de non-agression, vous dites, vous, comment vous voyez ces prochaines, pour parler très clair aux gens qui nous regardent, les prochaines échéances électorales ? Je m'étonne parce que lorsqu'on se présente face à des électeurs, c'est avec un projet, c'est pas pour garder sa place. Donc la question c'est plutôt avec quelle mesure du programme du nouveau Front Populaire le PS n'est plus d'accord pour ne pas qu'il y ait d'accord aux législatives. Mais nous, on est avec Donc c'est pas possible. En fait, on n'entend pas Gabriel Catala s'exprimer. Entre la propagandiste horrible du PS et le mec de Mediapart, on n'entend même pas ce qu'elle dit, en fait. Pourquoi est-ce que pour les gens de gauche, même aller sur un plateau Mediapart, c'est un cauchemar ? Pourquoi ça doit être le cauchemar partout ? Même dans les médias soi-disant indépendants de la classe milliardaire. Pourquoi ? J'en peux plus ! C'est plutôt avec quelle mesure Son micro est baissé. Non, je sais pas, on n'entend pas ce qu'elle dit. Dans votre putain d'émission de merde. Programme du nouveau Front Populaire, le PS n'est plus d'accord pour ne pas qu'il y ait d'accord aux législatives. Mais nous, on est avec Donc c'est pas possible. Donc pas de pacte de non-agression. Avec quoi ils ne sont pas d'accord dans le programme du NFP ? C'est plutôt ça la question. Et c'est eux. Avec quoi vous n'êtes pas d'accord avec Gabriel Catala. C'est eux qui ont. Et c'est eux qui ont annoncé, il y a une semaine, vous l'avez rappelé, qui présenteraient des candidats face à LFI. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le Parti socialiste, lorsqu'il fait une annonce médiatique, c'est uniquement pour régler des questions internes de congrès. Non. Ce n'est pas pour être face à des électeurs ou rendre service à l'intérêt général. Je vous écoute là, mais les gens qui regardent ce soir, ils savent toujours pas ce qui va se passer dans de prochaines élections. C'est peut-être pas d'ailleurs. Si t'avais écouté ce que Gabriel Catala vient de dire, mec de Mediapart dont je connais pas le nom, Gabriel Catala a fait une réponse hyper logique et cohérente, c'est-à-dire si le PS veut pas d'alliance avec LFI, ils ont donc un désaccord de fond politique. Et donc, quel est l'élément dans le programme NFP avec lequel le PS est en désaccord ? Est-ce qu'on peut laisser répondre la représentante horrible du PS sur le plateau sur c'est une très très bonne question. Calé aujourd'hui, mais il fait des annonces pour être sûr de préserver son opposition interne, c'est-à-dire M. Hollande, M. Glucksmann, etc. À chaque fois que Désolé les gens, pourquoi tous les médias soi-disant indépendants sont alignés sur des partis qui font 1,75%? Est-ce qu'on peut m'expliquer le concept ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des médias indépendants qui sont réellement de gauche ou quand il y a une personne PS et LFI qui sont invités, c'est pas biaisé en faveur de la personne PS, genre ça devrait être l'inverse en fait en termes de rapport de force. Il devrait y avoir des médias avec des millions d'abonnés qui n'ont pas la ligne politique Mediapart, Cuck, PS, je sais pas quoi. À gauche on n'a pas de thunes, bah en fait si, par le crowdfunding. Normalement, tu peux le faire par le crowdfunding. Des plateaux comme ça, où c'est pas, genre, tout le contexte n'est pas biaisé complètement en faveur du PS, normalement, il devrait y en avoir autant, voire plus, qui sont, genre, dans un cadre pas biaisé, quoi. Le média, non. Me parlez pas de le média. J'ai déjà critiqué assez de gens sur ce stream. Donc, tweet, c'est du lien qui sort de... S'il vous plaît, en fait, ouais. Moi, ce que je voudrais dire, c'est plutôt que l'attitude du Parti socialiste affaiblit la gauche dans son ensemble. C'est-à-dire que face à on a la thune de société. Ouais, genre, quand les gens lancent un truc où t'as l'impression que ça va être pas cuck, ok, comme ouais, Musul qui dit on va refaire le truc, bah là, il y a 300 000 € qui se dégagent de la part du public. Donc tu peux avoir une émission comme ça, l'argent, il est là. Vous dites, ouais, non, les gens, ils ont pas d'argent. Si, les gens ont de l'argent. Je dis pas qu'ils ont beaucoup d'argent, mais avec le nombre, genre, ils ont les milliards, nous, on a les milliards de personnes, tu vois. Le média devait être un truc de gauche et pourtant, ça a tourné anti-LFI. Non, mais laisse tomber, ils ont réhabilité Françoise Degois, une sorte de sioniste, droitard, de taré, qui est sur le reste du
du temps qui est sur Sud Radio, full extrême droite, qui est arrivé, on sait pas pourquoi, sur Le Média. Moi, je connaissais pas du tout cette personne, je l'ai rencontré sur le plateau Le Média. Étant moi-même un financeur jour 1, Le Média, hein, normalement, moi, Le Média, il m'avait promis à l'époque, ouais, t'auras une part, tu seras socio, t'auras une part dans le conseil de direction et tout, en investissant jour 1 dans le truc. Ils ont bien arnaqué tout le monde, hein. Ils l'ont viré quand même, ils l'ont viré depuis, ouais, j'en ai rien à foutre. Moi, j'aimerais bien savoir, Jémil Sanli, j'ai 1000 choses à te dire, pourquoi il a arrêté de collaborer avec Le Média et pourquoi sur son stream, il dit qu'il a subi des conditions de travail complètement horribles avec ces gens et tout. J'aimerais bien avoir des informations là-dessus. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à dire, hein. Face à l'extrême droite, on devrait, ce matin, et on l'a montré sur toutes les censures précédentes, nous sommes en permanence unis avec les écologistes, les communistes et les ultramarins qui ont sans cesse avec nous essayé de censurer M. Bayrou, ce que le PS s'est refusé à faire 6 fois de suite. Est-ce que je peux répondre là-dessus ? Répondez là-dessus et Mathieu après. Parce que ça, c'est important. Les autres partis de gauche ne nous agonisent pas et ne nous traitent pas de tous les noms d'oiseaux dès qu'ils le peuvent. C'est ce que vous faites. Et c'est ça qui mine la gauche. Vous parlez de l'attitude de monsieur Faure, mais parlons 3 minutes de l'attitude de monsieur Mélenchon et de l'attitude de madame Panot. Vous n'avez que le mot social traître à la bouche dès qu'il s'agit de nous. Vous faites dire plus jamais voilà, PS. Il n'a pas eu ce soir. Aux universités du PS. Là, elle vous parle de trahison des classes populaires. Elle parle de... Plus jamais PS, c'est un hashtag qui se répand dans les sphères insoumises et que vous sollicitez. Je veux dire, on est dans un groupe qui s'appelle... Ça vient d'un parti dont un des membres, Karim Bouhamran, a dit à je sais plus qui qu'il allait le défoncer. Vous vous souvenez de ce propos genre ultra violent qu'il avait eu? Enfin bref, le niveau de violence que le PS déploie vis-à-vis des gens de gauche régulièrement. C'est à Coquerel. C'est quoi déjà qu'il avait dit? C'était quoi la phrase? Le clip est insane. Le groupe, je ne sais pas si c'est pas que le groupe, enfin voilà, le périmètre de Bagneux. C'est-à-dire que dedans, il y a... Oui, venant du parti qui dit qu'elle est fille antisémite toutes les 2 semaines, hein, en se basant sur rien. Jérôme Gage aussi, ouais. Jérôme Gage qui a dit c'est un salopard antisémite, ouais. Tous les partis de gauche qui veulent une primaire et... Il n'y a pas LFI parce que LFI a déjà. Mais LFI ne veut pas de la primaire. C'est pas du what about non plus. En fait, les critiques cite-moi des critiques que LFI fait au PS qui sont pas des critiques légitimes, tout simplement. Genre, cite-moi des trucs. Là, en ce moment, oui, il y a des gens de LFI qui disent que le PS trahit, mais c'est pas que les gens LFI. Enfin, c'est juste un argument objectivement vrai qui se sont présentés à leurs électeurs sur un programme qui sont en train de trahir ouvertement, genre en s'alliant aux macronistes. Encore une fois, c'est genre, ah oui, moi j'ai pas envie de faire le truc de, ces 2 partis se critiquent entre eux. Dans un sens, les critiques semblent légitimes, c'est des arguments valides, et dans l'autre sens, c'est, vous êtes des antisémites, et quels sont les propos antisémites que LFI a eu? Quelles sont les propositions antisémites dans le programme? À quel moment il y a de l'antisémitisme dans ce mouvement? C'est une accusation qui vient initialement de l'extrême droite, reprise par la droite, par les macronistes qui reprennent n'importe quelle critique contre leurs opposants de gauche, et le PS le reprend aussi, mais est-ce qu'à un seul moment ça a été étayé? Est-ce qu'on a des preuves d'antisémitisme à LFI concrètes? Ça n'a pas été démontré. C'est pour ça, il faut arrêter de ce truc de mais ils se critiquent mutuellement. Non, c'est pas pareil. Il y a des arguments valides d'un côté, de l'autre côté, j'en vois pas. Stratégie. La seule chose qui les intéresse, la première personne qui a dit qu'elle refusait une primaire, c'était M. Glucksmann. Il faut arrêter de raconter ces récits. Dont acte. Mathieu. La seule chose qui vous intéresse, c'est Mélenchon président. Ça, c'est une critique de droite, d'essayer de faire croire que un mouvement progressiste est un mouvement qui est soumis à un chef, que ça serait une mauvaise chose d'essayer de gagner la présidentielle. Olivier Faure l'a dit, les gens. Vous regardez ce tweet d'Olivier Faure. Juste après sa trahison en plus, hein. Le mec a le culot de tweeter comme ça. Il a dit « C'était il y a moins d'1 an, toute la gauche demandait l'abandon du 49.3, ce qui aurait permis d'engranger les votes dont il se félicitait. Depuis, ceux qui disent avec le plus de force qu'ils sont pour une 6e république parlementaire sont obsédés par la seule présidentielle. » Donc ça, c'est une accusation que les gens du PS font tout le temps aux partis en tête à gauche, de dire ils sont obsédés par l'élection présidentielle et tout, alors qu'ils sont pour une 6e république. Comme s'il y avait une opposition, comme si c'était contradictoire. Le sous-entendu de ça, c'est que c'est contradictoire. Et c'est exactement les plateaux des médias des milliardaires, quand ils invitent Mélenchon, ils disent « Ah mais je comprends pas, vous voulez la 6e République, mais pourtant vous voulez être président de la 5e. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, monsieur Mélenchon ?» Le PS reprend exactement la rhétorique de droite contre LFI, complètement malhonnête, puisque si tu veux une 6e République, il faut avoir le pouvoir pour pouvoir réellement convoquer une assemblée constituante et que les citoyens l'écrivent. Sinon, c'est quoi l'autre moyen que le PS propose pour avoir une 6e République? En fait, ils proposent pas parce qu'ils sont contre une 6e République. Donc oui, le parti en tête à gauche veut conquérir le pouvoir pour appliquer sa politique. Est-ce que c'est un problème? Quand t'es pour une politique de gauche, ça ne peut pas être un problème, ça n'a pas de sens. Et donc Olivier Faure est là à dire lol, hypocrisie parce qu'ils sont pour une 6e République, mais ils sont obsédés par l'élection présidentielle. Mais en fait, c'est normal d'être obsédé par l'élection présidentielle.
Puisque c'est comme ça que tu prends le pouvoir en France. C'est quoi le problème d'être obsédé par l'élection présidentielle exactement? C'est vous n'êtes pas obsédé par l'élection présidentielle, le PS, donc vous voulez pas le pouvoir. Bah non, ils savent qu'ils seront pas au pouvoir. Ou alors ils seront au pouvoir, ils feront une politique de droite. D'ailleurs, je l'ai encore ratio sur ce tweet-là, Olivier. Bompard, faut vraiment être très malaise pour prendre à ce point-là les gens pour les imbéciles. Mais Mule, je suis anticapitaliste, mais tu streams sur Twitch, mais c'est littéralement l'argument PS, les gens, c'est littéralement leur argument. Qui n'intéresse personne. Mathieu, c'est vrai, voilà, c'est vrai que c'est vrai. Dont acte. Mathieu, qui n'intéresse personne. Mathieu, c'est vrai, voilà, c'est vrai que c'est vrai. Attendez, s'il vous plaît. Mathieu, on verra la primaire après. Mathieu, c'est vrai qu'on est dans un climat hyper tendu. Bagneux, c'est tous les partis de gauche sauf LFI. Merci. Voilà. On est dans un climat hyper tendu là en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut, pour les gens qui nous regardent ce soir, qui se disent voilà, moi j'ai voté pour le NFP face à l'extrême droite pour un programme commun. Ce soir, la réalité, c'est que tout ça quand même est en charpie, tout ça explose là. Ouais. À cause de qui? Ça a l'air difficilement reconstructible. En fait, c'est encore une fois, genre Mediapart. Est-ce que vous pouvez dire quels sont les gens qui respectent le programme NFP et quels sont les gens qui ne le respectent pas? Parce que là, c'est littéralement backseat en mode les deux sont un peu responsables, le truc vole en éclats, on sait pas trop pourquoi. Malheureusement, et en dépit des efforts que font chacun, je pense, y compris dans la société civile organisée, les mouvements sociaux, il y avait une manifestation aujourd'hui devant l'Assemblée nationale organisée par Attaque et d'autres qui était contre le budget et qui s'est gardé de crier des slogans du type « plus jamais PS » dans un effort de construction ou en tout cas de rester dans l'idée qu'il est toujours possible que la gauche s'unisse puisque de toute façon... Très très coq d'ailleurs de pas dire « plus jamais PS ». On sait que le risque d'extrême droite est toujours présent et que s'il y a de nouvelles législatives rapidement, il y aura beaucoup de second tour, soit en triangulaire s'il y a beaucoup de participation, soit gauche RN. Et donc, il est important que la gauche soit unie pour être présente dans un maximum de second tour. Donc, c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai constaté à l'Assemblée beaucoup de colère et d'antagonisme, en fait, entre la France Insoumise et le Parti Socialiste. Et par ailleurs, il y a des stratégies. Enfin, en ce moment, le paysage politique à gauche est hyper... Encore une fois, sur ces plateaux, personne pour rappeler le mandat Hollande, personne pour rappeler le racisme du PS, la politique d'extrême droite proposée par Manuel Valls de faire d'échange de nationalité, réécriture de l'histoire par omission. Quoi. Vous parlez du périmètre de Bagneux. C'est le discours de Bagneux, périmètre de Bagneux. Périmètre de Bagneux, mais en ce moment, il a dans l'aile du fait justement de la décision du Parti Socialiste de ne pas censurer. On ne sait pas ce que ça va donner à l'avenir, mais il y a eu des discussions assez serrées, justement, et à cette réunion, des députés et des personnalités qui participent de ce périmètre ont exprimé leur colère ou leur désaccord. Et d'autres ont dit qu'ils comprenaient le Parti Socialiste. Exactement, mais à partir du moment où il y a une volonté de candidature commune entre des forces de gauche qui ne sont même pas toutes là, et que même entre elles sont pas d'accord, on peut se dire que ça va être difficile. Par ailleurs, moi, la question que je vais vous poser... En fait, quand tu mets un mec qui est genre à deux doigts de pleurer, je sais pas, enfin, face au PS, tu ne peux pas avoir cette attitude. Genre, on dirait que le mec est en train de supplier le PS, genre, s'il vous plaît, quand même, est-ce que vous pouvez pas comprendre la critique qu'on est en train de vous faire? Est-ce que vous entendez? Genre là, le ton peut pas être ça, en fait. Le ton dans ce moment politique, ça peut pas être ça. Face aux gens du PS, c'est pas possible. Ça va pas du tout. C'est tout de même, j'ai écouté de manière assez surpris le fait que vous considériez que vous aviez pu arriver à ces négociations grâce au pôle radical qui vous a permis d'être plus fort dans la négociation. Et en même temps, vous dites il y a une maladie du gauchisme et Laurent Baumel, dans sa déclaration pendant la motion de censure, a aussi fait référence à une culture de l'action politique qui est fondée historiquement sur l'identité du socialisme démocratique qu'il a opposé au mouvement révolutionnaire ou gauchiste. On a l'impression quand même qu'il y a une volonté d'antagoniser chez les socialistes avec la France Insoumise considérée comme d'extrême gauche, en gros. Et en même temps, Place Publique qui prend un peu plus de place, des députés de Place Publique qui ont été intégrés à votre groupe récemment. Moi, je me demande si c'est peut-être pas votre option, mais en tout cas, au Parti Socialiste, des gens n'aimeraient pas qu'il y ait désormais un parti social-démocrate affirmé qui présente des candidatures partout en opposition à celle d'une gauche considérée comme plus radicale. Et J'en peux plus. Ça, il faut qu'on arrête avec ça. Faut qu'on arrête de réécrire les termes. Hein. LFI est un parti social-démocrate. C'est quoi cette dinguerie de dire le PS c'est social-démocrate? Reculer l'âge de départ de 2 ans, c'est social-démocrate. Ça a été fait sous Hollande. Ça, c'est des compromis entre la classe ouvrière et la classe capitaliste de repousser l'âge de départ à la retraite de 1 an et demi en passant le nombre d'annuités de 41,5 à 43. Est-ce que la loi Cazeneuve qui autorise la police à ouvrir le feu plus souvent dans les cas de refus d'obtempérer, conduisant à des morts dans
dans nos rues, est-ce que ça c'est social-démocrate? C'est SOSDEM ça. Les destructions du code du travail, c'est SOSDEM. Voilà, c'est une politique de compromis avec la classe capitaliste qui cède des trucs aux travailleurs. Bah non, en fait, c'est une politique de droite, c'est une politique libérale. Est-ce qu'on peut arrêter d'utiliser le terme social-démocrate comme ça? C'est décaler la fenêtre de personnes vers la droite pour rien, gratuitement. Et avec l'idée que, en fait, il y a des gens qui sont convaincus de ça apparemment, ce serait une solution, y compris pour lutter contre l'extrême droite. Alors moi, c'est pas du tout... Social-démocrate, c'est la France insoumise, par exemple. L'extrême gauche, c'est... ça n'existe pas vraiment, en fait, l'extrême gauche en France. Moi, je vous parle de mon point de vue. Quand je vous disais maladie du gauchisme, c'était pas du tout pour dire les gauchistes sont affreux, c'est-à-dire, et en plus, c'est décrit dans un ouvrage, il faudrait que je le relise, qui parlait de la joie militante et qui disait qu'il n'y a que dans les mouvements de gauche, et en plus, c'est un livre américain, donc il parlait pas du tout de la situation française, où on a sans arrêt des procès en radicalité. Et dans un contexte de proposition radicale, de contexte de proposition politique. Lutte ouvrière, non, je sais pas, est-ce que Lutte ouvrière veut sortir du capitalisme? Je pense pas, hein. Je pense pas que NPA, Lutte ouvrière, tout ça, veulent sortir du capitalisme vraiment, hein. Radical. On voit d'ailleurs cette purge qui s'opère même au sein de mouvements militants ou associatifs attention, il faut qu'on... Non mais après vous êtes contesté, c'est pas une purge. Il y a une contestation, il y a un débat dans les gens de gauche en France aujourd'hui sur cette question. On a des divergences stratégiques, mais expliquer qu'on est en train de trahir le programme du nouveau Front populaire, moi vraiment c'est ça qui me met en colère, parce que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Quand on obtient une suspension parce qu'on a essayé d'abroger la réforme des retraites, on n'y est pas arrivé, on n'a pas de majorité pour ça, eh bien c'est une victoire. C'est pas le grand soir, mais c'est quand même quelque chose. Alors 3,5 millions, mais même 700 000, je vais vous dire, même 50 000 personnes qui pourraient être épargnées de cette brutalité qu'est la réforme des retraites, je boude pas mon plaisir. Et c'est pour ça que j'ai applaudi. Gabriel Catala, réponse là-dessus, et ma question c'est, est-ce que vous considérez que, c'est ce que semblait faire Mathilde Panot ce matin, que le PS n'est plus un allié pour lutter contre l'extrême droite? C'est ça qu'on a l'impression qu'elle nous dit ce matin à l'Assemblée nationale. Le PS s'est exclu lui-même de l'alliance du NFP, puisque le NFP existe toujours à travers le groupe écologiste, les communistes et toutes celles et ceux qui respectent et qui défendent son programme à l'Assemblée nationale. Il y a une différence de stratégie avec le Parti socialiste. Qu'est-ce que cherche à faire le Parti socialiste? Le Parti socialiste cherche à récupérer des électeurs macronistes déçus et à les faire basculer vers un centre-gauche relativement plus mou, alors que nous, à la gauche de rupture, qu'est-ce que nous essayons de faire? Nous essayons de montrer que les classes populaires ont tout intérêt à voter pour nous parce que nous les défendons, et donc nous essayons de faire voter des abstentionnistes, des gens qui ont été dégoûtés de la politique, notamment par la politique de M. Hollande qui a amené M. Macron au pouvoir. Pourquoi ces deux Et donc il y a deux gauches, Pourquoi c'est là qu'on voit qu'il y a deux gauches. Elle est très très faible, hein, parce qu'on sent que la meuf du PS, elle coupe la parole constamment à Gabriel Catala dès qu'elle dit les termes. Déjà qu'elle a la majorité du temps de parole, on ne sait pas du tout pourquoi ça serait elle qui aurait la majorité du temps de parole juste après un moment où le PS vient de trahir complètement le NFP, genre c'est bizarre. Hollande mention, bah oui, non mais il y a que la gauche sur le plateau pour parler de ça, il y a que les gens de LFI pour parler de ça. Tout le reste des gens veulent littéralement réécrire l'histoire et qu'on ne se souvient pas du tout du mandat d'Hollande, hein. La meuf du PS, elle a le temps de parler tranquille sans être interrompue. Non mais c'est le double standard est fou. Il y a la gauche de rupture qui est incarnée par celles et ceux qui censurent et qui défendent le programme du NFP, et la gauche d'accompagnement ou d'accommodement avec le macronisme. Alors on a l'impression d'être revenu, pardon, en vous écoutant toutes les deux. On va conclure là. Et donc quand j'entends ma collègue qui dit... Dès que Gabriel Catala peut développer un propos, on va conclure l'émission, ouais. Ok, ouais. Autant des gauches irréconciliables. Mais à quel prix? Travailleurs Moi, par exemple, imaginons, je suis une personne née en 1964. Je vois que madame annonce la suspension, peut-être, parce que ce n'est pas voté encore une fois, de la réforme des retraites et que je vais gagner 3 mois. Mais en attendant, j'apprends que dans ce budget, mon fils, qui est apprenti, va peut-être perdre 50 € par mois. J'apprends que certains médicaments seront déremboursés. J'apprends que la pension de mon conjoint, de ma conjointe, va baisser. J'apprends que l'hôpital public va être d'autant plus démantelé. Est-ce que vous pensez que j'ai envie de remercier le Parti socialiste? Allez, réponse très rapide. Alors, vous voyez, et on conclut là. C'est là où c'est mal ce que vous faites. C'est mal. Vous dites budget alors que c'est un projet de budget. Oui, voilà. Mais et vous le savez, mais dites projet de budget. Vous avez dit victoire. Dites projet de budget. C'est une victoire. C'est parce qu'ils ont plié. Ils ne voulaient pas en entendre parler. Dernière chose. Comment on veut? Est-ce qu'on veut que la gauche gagne dans ce pays? Il va falloir convaincre des macronistes de revenir à gauche. Et nous pouvons avoir ce langage de les faire revenir. Si demain on veut avoir 51% qui permet à la gauche de gouverner ce pays, on ne peut pas dire « Ah non, nous on veut que parler à une catégorie, les autres on les balaye de la main ». Il faut parler à tout le monde, il faut faire honnête. Ok, encore une désinformation du PS. Donc les gens, on va discuter 2 secondes, on va refaire l'explication. Hein. En fait, on pouvait déduire qu'à dans une
Donc là, cette meuf prétend il faut convaincre des macronistes de revenir vers la gauche. Ok, regardons un petit peu les chiffres de report de voix dans l'élection présidentielle. Il faut 13%. Attendez, pourquoi mon affichage bug complètement? Dans une élection, une personne... Bon, on va faire comme ça. Il faut 13% de ces abstentionnistes qui se bougent. Pourquoi ça bug complètement face à Macron? Attendez, pardon, je change de navigateur. À un moment, j'ai juste passé définitivement à Chrome parce que ça commence à être un PB quand même. Hein. Dans une élection... Ouais, donc voilà. Donc, le PS nous dit que pour être au pouvoir, il faut convaincre les macronistes. Donc, regardons un scénario hypothétique de 2022. Hein. Les choses ont bougé depuis, mais regardons pour la dernière fois. 2022. Là, c'est un scénario hypothétique qui n'a pas eu lieu, donc, où Mélenchon passait au second tour. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté au score de Mélenchon, je pense, 1%. Non, il a fait 21. Non, j'ai rajouté 1,5 points, je crois. J'ai rajouté 1,5 points à Mélenchon, donc il passe au second tour. Je pense que j'ai pris dans les gens qui se sont abstenus, j'ai dit non, il y aurait un peu moins d'abstention et un peu plus d'abstentionnistes qui votent Mélenchon. Et du coup, scénario hypothétique, premier tour, il passait au second. Second tour, Mélenchon-Macron. Je parle bien pour 2022. Hein. On ne sait pas quel sera le contexte de l'élection présidentielle la prochaine fois. Là, c'est une rétrospective. Donc, ça, c'est un second tour hypothétique. J'ai mis aussi l'hypothèse que 13% des gens qui se sont abstenus au premier tour iraient voter Mélenchon au second, ce qui est genre, ok, une grosse mobilisation des abstentionnistes, on est d'accord. Pas impossible par contre. Et seulement 1% qui iraient se mobiliser pour Macron. Et donc, dans un scénario comme ça, en fait, Mélenchon l'emporterait face à Macron dans ce second tour hypothétique. Comment c'est possible? Comment c'est possible que Macron avec 28% premier tour, Mélenchon avec 23%, Mélenchon le gagne? Parce que il y a tous ceux qui ont voté pour les petits candidats étiquetés de gauche, ça ferait 10%. J'ai mis l'hypothèse qui se reporterait à 80% pour la gauche au second tour. Et aussi, une partie des gens qui ont voté Marine Le Pen au premier tour, qui se reporterait, alors il y a une partie qui se reporterait sur Macron, et une partie qui se rapporterait sur Mélenchon. D'où je tire les chiffres de 18% des gens qui votent RN qui iraient voter pour la gauche au second tour. Je tire des chiffres de report de voix des législatives 2022. On peut savoir en fait quels ont été les comportements des électeurs qui ont dû voter pour des candidats législatives au premier tour RN, au second tour entre LFI et LREM, parmi ceux qui ont voté pour des candidats RN au premier tour. Ça donne des idées, hein. On peut pas du tout. Encore une fois, ce scénario, c'est un scénario parmi l'infinité de scénarios possibles dans un tel contexte. Hein. Bien sûr que Macron pourrait quand même gagner face à Mélenchon au second tour dans la dernière présidentielle si ça avait été ça l'issue. Hein. Mais voilà, donc voilà, là dans ce scénario-là, est-ce que les macronistes, est-ce que les gens qui ont voté Macron au premier tour doivent aller voter pour la candidature à gauche pour gagner le second tour? Et ben en fait non. Dans ce scénario, j'ai mis genre, si c'est le tout petit trait jaune ici, donc c'est genre 0,5%. Ils vont voter pour la gauche au second tour, la gauche gagne quand même en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que la gauche de rupture peut très bien gagner à l'élection présidentielle au second tour en mobilisant les abstentionnistes, en mobilisant les gens qui font des choix qui n'ont aucun sens stratégiquiquement au premier tour, bien que étant des gens qui sont plutôt progressistes et plutôt de gauche. Voilà pour le débunkage de la fake news numéro 408 du PS. L'espoir chez tout le monde. Et le problème, c'est que en nous accusant de tous les maux, on désespère le peuple de gauche. Allez, on a compris que de toute façon, on ne peut pas vous mettre d'accord, ça c'est sûr. Ce soir, on poursuivra ce débat on peut sur continuer. le budget et sur les questions de la gauche et de la politique dans les prochaines semaines. Je peux ajouter une dernière chose. Tout le monde veut le mot de la fin, c'est toujours pareil. Parler de gauchisme, la maladie du gauchisme. Maladie de gauchisme. C'est dans un livre d'une intellectuelle. C'est du vocabulaire de droite. C'est les mêmes qui ensuite vont dire islamo-gauchisme, etc. C'est un terme ordurier qui n'a rien à faire dans ce genre de débat. Alors on va en trouver un autre pour décrire. Et je voudrais dire que quand on parle de vouloir abroger la retraite à 64 ans comme une obsession gauchiste. Je rappelle que abroger la retraite à 64 ans, on était sur c'est un peu des raccourcis. C'est déjà un compromis parce que quand on est de gauche, Mathieu, et le Parti socialiste l'a toujours Gabriel, on était sur les bancs pour l'abroger avec vous. Allez, merci beaucoup à toutes les deux. On arrête là cette discussion. Merci à toutes les deux d'être passées par le plateau de Mediapart. On suit tout ça sur Mediapart. On lit vos articles, on lit les articles du pôle politique. Cette émission, elle est disponible en replay et sur les différentes plateformes de podcast, possible seulement grâce à vos abonnements. Donc si vous le pouvez, abonnez-vous à Mediapart. Bonne soirée. Quelle torture psychologique. Ouais, le mec de Mediapart à la fin a défendu la meuf PS. Non, c'est cool. Non, c'est un média de gauche, hein, un média progressiste, hein, de fou, complètement. Est-ce que t'as un réact de Garrido pour nous remonter le moral? Bah, on fera un débat avec Raquel Garrido. On va pas faire un réact, on va faire un débat. Ah là. En tout cas, Gabriel Catala, ultra solide rhétoriquement. Je pense que si ça avait pas été modéré par ces cucks de Mediapart,
ça aurait été encore plus une destruction des arguments de mauvaise foi du PS. Mais bon, on l'a bien ressenti quand même là, la solidité, l'absence de solidité totale du PS.